Bon rendez-vous tout à l'heure avec toute l'équipe. Merci de votre attention. Merci d'accueillir nos 4 invités, le réalisateur Yossi Adiram, l'acteur Yona Rosenstier, la productrice Yael Fogiel, et l'actrice et co-scénariste Valeria Bruni-Tedeschi. Merci. Bonsoir. Merci à toutes et tous d'être là. Vous pouvez venir au centre. On salue aussi la présence de Régine Vial, la distributrice du film, des films du Losange. Et toute son équipe, Sarah, Nico. On va commencer très basiquement, hein, mais ce film a une longue histoire, une longue genèse un peu particulière, qui naît au moment d'un coup de foudre, si j'ai bien compris. Et attends, avant de te donner la parole, je dis, ce coup de foudre, il nous est commun, on est un peu rival, parce qu'il date de 2003, et moi, 2003, c'est aussi l'année où je reçois Valéria pour Il est plus facile pour un chameau, et où je me dis, waouh, le film est génial, 2, cette femme est incroyable. Donc en fait, on l'a eu en même temps. Il a tout dit. Voilà. Est-ce que tu veux nous raconter ce qui s'est passé sur ce film-là, et en quoi ça a à voir avec le film tel qu'on l'a vu aujourd'hui? Non, alors, comme vous avez dit, je suis allé voir Il est plus facile pour un chameau à Cinéma des Entrepôts au 14e. Oui. Parce que j'ai jamais entendu parler de Valéria, ce film, et comme comédienne n'était pas trop distribué en Israël. Et je suis sorti, je dis, waouh, c'est quoi ce film, c'est qui cette fille? Voilà. Alors que moi, je la connaissais déjà vachement comme actrice, tu vois. Voilà. Et après, j'ai regardé beaucoup de films. Et quand j'ai fait mon premier film, La Dune, et Valérie était en train de faire Château en Italie, on a travaillé tous les deux avec le même directrice casting. Et j'ai dit, elle s'appelle Marion Twitter, je lui ai dit, non mais on envoie Valérie le scénario, même si les héros n'étaient pas du tout elle. Et Valérie a lu le scénario, on s'est vu, et je pense qu'elle a aimé le scénario. Et je vais être ensemble dans notre film là. Et après, elle m'a dit, si tu écris un autre scénario, je vais être là. Et je lui ai dit, mais écrivons ensemble. Et je sais pas, du coup, j'ai trouvé le courage. C'est moi qui t'ai dit écrivons ensemble. En tout C'est cas, pas moi qui ai proposé. voilà. Alors, c'est vraiment, disons, en 2003, si on m'aurait dit qu'elle va venir dans le désert en Israël pour faire un film, c'est de l'imaginer. Et vraiment, j'ai eu de la chance de travailler avec cet incroyable comédien et cinéaste. Et c'est l'autre-là qui est aussi un très bon cinéaste et acteur. Vous voulez que des cinéastes, ils ne voulaient pas des acteurs que acteurs. Voilà. En plus, les producteurs de mon premier film m'ont dit, si tu veux être un bon réalisateur, tu prends des bons acteurs, comme ça tu ne dois pas trop travailler. Mais c'est un peu vrai. Voilà. Et si j'ai bien compris, il y a une partie du scénario qui date aussi d'il y a quasiment 20 ans. C'est-à-dire l'enlèvement dans le désert, tout ça. C'est une idée très très ancienne, je crois. Oui, même là, disons, là, oui, 35 ans. J'ai 35 ans, oui. J'ai écrit un scénario avec un crayon de 300 pages, je pense, sur les gardiens du parc d'un désert en Israël qui kidnappent une comédienne française qui arrive au Festival de cinéma de Jérusalem. C'était très cinéphile, très romantique. Et bah, heureusement, on n'a pas tout à fait gardé cette idée-là. Alors, à quel moment, du coup, cette idée-là, qui existe depuis très très longtemps, rencontre l'histoire du procès, la présence de l'ancien nazi? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a conjonction entre cette idée très ancienne? Est-ce que ça, c'est lié à la rencontre avec Valéria? Oui, tout à fait. C'est venu de Valérie qui a lu. Peut-être je te laisse raconter. Non, vas-y. Non, je ce que je parle trop.
elle a lu un livre de Philippe Roth où il y a un procès d'un vieux nazi. Et elle m'a dit, peut-être on peut mélanger ça dans l'histoire. Et c'est comme ça, on cherche des choses qui sont proches à nous. Et on a bien aimé cet procès où ça veut dire que les personnages font partie de cette deuxième génération, les liés. Voilà. Et après, c'était pas facile de trouver le moyen, comment mélanger l'histoire d'amour, le procès, mais j'espère qu'on y arrive. Oh. Peut-être Valéria, on peut du coup avoir un tout petit peu de détails sur comment s'est fait cette jonction, et en particulier sur le rapport entre ce passé qui refait surface pour les protagonistes, pour les deux personnages principaux, et puis peut-être cette espèce de contrepoint du corps qu'on n'arrive pas à oublier, qu'on n'arrive pas à enterrer réellement, qui est dans le désert, qui est une espèce de petite touche qui vient rappeler ce rapport au passé qu'on ne dépassera jamais. Non, mais c'est vrai que moi, il y a une chose romanesque que je trouve toujours de rencontrer son amour de jeunesse. C'est très romanesque. Et peut-être de ne pas le reconnaître, un peu comme dans Platonov de Tchekhov, qui a fait partie de ma vie depuis toujours. Cette scène où elle dit, mais elle ne le reconnaît pas. Parce qu'on a changé, pas seulement parce qu'on a changé physiquement, mais parce qu'on a changé intérieurement. Donc tout le monde change, donc on ne se reconnaît pas. Et alors je trouvais que c'était beau, une scène où deux personnes plus âgées, il y en a un qui la reconnaît et elle qui ne le reconnaît pas. Alors ça me plaît toujours. C'est comme une scène qui toute ma vie, je vais avoir envie de raconter une scène où deux personnes ne se reconnaissent pas. Je ne sais pas pourquoi, je trouve ça très romanesque. Et ça, il y avait un livre de Philippe Roth où il allait comme ça à Tel Aviv et il y avait quelqu'un, il rencontrait quelqu'un, c'était son double. Il ne le reconnaissait pas, c'était lui-même en double. Ça aussi, je trouvais. Et il y avait la pluie, et c'était dans un. Voilà, et c'est étrange comment les choses se font, mais cette pluie, par exemple, elle m'a donné envie d'insister pour une rencontre comme ça, entre deux personnes qui ne se connaissaient pas. Et après, il y avait cette idée de nazi et de procès. Et j'ai toujours pensé, avant que tous les vieux nazis meurent, il faudrait vraiment être sûr qu'il n'y en a pas encore un. Alors, on va essayer vraiment être sûr qu'il n'y a pas un vieux. Peut-être qu'il y en a encore un maintenant encore. Alors, et je trouvais ça excitant de penser qu'on en dénichait encore un et qu'il y avait son procès. Et comment ça s'est mis en place? Ça s'est mis en place qu'après la rencontre, elle s'est faite. Au départ, elle était devant le palais de justice. Donc ça veut dire que les choses comme ça, c'est souvent un film, c'est la rencontre de deux scènes qui n'ont rien à voir. Je trouve ça toujours intéressant quand deux scènes se choquent, font un choc comme ça. Et là, on a eu l'impression qu'il y avait un film. Après, il a fallu l'écrire, ça a été long. Ça a pris des années. Vous l'avez écrit comment à deux? Comment on travaille, j'imagine, sur deux territoires différents en faisant ses propres cils? Il venait en France, on travaillait 1 semaine, 2 semaines, il repartait, il revenait, après 6 mois passés, après il revenait, je pensais qu'on avait oublié le scénario, non, il revenait, il avait avancé, et comme ça, il y a un moment, bon, après on s'engueulait, on n'était pas d'accord, on était d'accord, on avançait, et après à un moment, il m'a dit, bon maintenant j'ai envie d'avancer tout seul, tu me laisses un peu, et tu reviendras quand tu joueras. Et j'ai été d'accord pour ça. C'était agréable même pour moi de m'enlever voilà, de faire un pas de côté et de dire je serai là quand il y aura le film. Et voilà. Du coup, quelles sont les idées principales qui sont apparues une fois que vous étiez en retrait, Valéria? Les idées principales j'ai pas compris. Dans l'écriture scénaristique, qui sont apparues une fois que Yossi était seul. Que j'ai retrouvé en fait, une fois que Yossi est revenu vers moi avec le scénario final,
il y avait des choses qui restaient du cœur de ce qu'on avait trouvé. Il y avait des choses, c'était beaucoup plus essentiel, c'est-à-dire qu'il a fait un très beau travail comme de élaguer des choses, enlever des choses et garder l'essentiel. Et après, il y avait des choses aussi sur lesquelles moi, avant, je n'étais pas convaincue, mais que j'ai du coup accepté comme venant d'un réalisateur qui me propose un film. C'est-à-dire, j'étais plus scénariste, j'étais actrice. Donc, j'acceptais le scénario, même dans des rythmes. C'était surtout une question de rythme. Moi, je suis plutôt pour couper, même au scénario, et pour être un peu comme ça, brutal. Et au lieu, il y a aussi plus mélancolique et plus avec un rythme différent. Et à un moment, c'est ça que j'ai dû accepter quand il m'a dit je veux garder le scénario et je veux m'en occuper tout seul. J'ai dû accepter de lui laisser son rythme, de son film, de sa personne. Et parce qu'en continuant à être sur le scénario, j'aurais continué à essayer d'imposer le mien de rythme, qui est le rythme de mon travail, mais qui n'est pas le rythme de ses films. Et j'étais contente de lui relaisser son rythme. Voilà. Yona, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé sur ce film et comment tu voyais ton personnage et sa trajectoire? Je suis arrivé, tout d'un coup, je suis au kibbutz, je vis dans un petit kibbutz dans le nord d'Israël. Je reçois un message sur Facebook de Yossi Aviram, que je connaissais juste de nom. Il a dit j'ai besoin de toi. Quand est-ce que je peux appeler? J'ai dit je suis libre. Tac, il appelle. Tu parles français? Oui. Tu parles bien français? Oui. Tu veux faire un essai pour un film? Ah, je sais pas, je sais pas, c'est avec Valeria Brui-Tedeschi. Ah, bah ça, on peut parler. Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Viens. Et il est venu dans mon kibbutz avec Yael. Je les ai montré le petit appartement de mon petit frère qui habitait dans c'était le pire appartement, je pense, que les deux étaient de leur vie. Un appartement complètement vide. Et on a commencé à faire quelques essais. Et puis ils sont partis. Moi, j'ai dit, bon, on a essayé, on a raté, c'est pas grave. Et puis tout d'un coup, il appelle, il dit, viens, on fait ça. Et là, j'ai commencé à flipper. Déjà, j'ai pas une très bonne mémoire, me souvenir du texte. Mais non, mais c'était vraiment. J'ai dit ça avant, mais c'est au début de. Moi, je fais de films, j'ai fait deux longs métrages en Israël. Et au début. Comme réalisateur. Comme réalisateur. Et mon rêve, c'était d'être acteur à la base. Quand j'avais 13 ans, je suis tombé amoureux de Sharon Stone. Je voulais être acteur. C'est un peu ta Valeria Bruni-Tedeschi. Oui, d'abord j'ai vu Sharon Stone. Après. Et je voulais être acteur. Et puis j'avais oublié ce rêve un petit peu. Et puis tout d'un coup, grâce à Yos et grâce à Yael, j'ai reçu une autre opportunité de revivre un rêve que j'ai oublié. Ça, c'est un très très grand cadeau. Puis je me suis éclaté. Puis c'était une vraie aventure. Alors, 2 mots sur la trajectoire du personnage. C'est un personnage un peu bancal qui crée des effets de distance avec le spectateur. On ne sait pas bien s'il est un peu fou, s'il est un peu dangereux, dans quelle mesure il est vraiment victime de ces crises de migraine. Enfin, donc, comment on joue ça et comment vous vous en êtes parlé tous les trois de ce personnage-là? Moi, ce que j'ai joué, parce que juste avant le tournage, quelques mois avant le tournage, ils étaient en train de choisir si c'est elle qui se souvient pas ou si c'est vraiment lui. C'était pas encore clair. Alors j'ai dit à Yossi, moi je veux pas savoir. Moi je pense que c'est vrai et je vais pas lire le scénario. J'ai arrêté de lire le scénario jusqu'à la page, je sais pas, 70-80. Donc j'ai pas lu la fin. Comme ça je joue comme je crois. Parce que tu peux pas jouer un fou. Tu joues quelque chose que tu crois vraiment. Et juste le week-end avant le tournage de la dernière semaine, j'ai lu la fin du scénario. J'ai dit, ah merde, putain. Ah non. Mais Yossi, c'est un très très bon metteur en scène. Il sait exactement ce qu'il veut. Tu fais une prise, il te dit encore descends. Là, c'est un 8. Donne-moi un 6. Il te donne il
Il te met juste au point où il veut. Pour éviter de surjouer, c'est ça? Oui, exactement. Et ce qu'il veut ici, il a déjà tout le film dans sa tête, il sait exactement ce qu'il veut. Donc et moi j'avais une confiance totale en lui. Donc j'étais juste acteur, moi je suis ton esclave, je lui ai dit. Tu dis que ce que tu veux, je le fais. Il y a aussi, peut-être qu'avant de passer la parole à la salle, tu peux nous dire 2 mots de cette question du rythme dont parlait Valéria, parce que la particularité du film quand même, c'est que quand on s'installe dans une logique de procès, qu'on se dit bon, rendez-vous au lendemain, tout ça, y compris parce qu'il y a eu, alors pour le coup dans le cinéma français récent, beaucoup de films de procès importants, et donc on a l'impression d'être dans un rapport à un genre déterminé, important dans le cinéma contemporain, et tout à coup le film prend la poudre d'escampette, prend la tangente et se met à se barrer dans ce décor que tu as déjà en partie filmé dans le film précédent. Est-ce que tu peux nous raconter ça, ce qui se jouait dans cette déviation pour les emmener hors de la ville, hors du territoire du procès, dans un autre rapport au temps, à la parole? Pourquoi c'était important que le film échappe aux bases qu'il avait constituées pour aller dans le désert et rejouer le rapport entre les personnages? Je pense, si je dois résumer ça, c'est un peu, disons, la première partie, on est toujours avec les passés et les poids que les personnages prennent sur eux, toujours. Et puis, le désert, c'est l'endroit où on peut un peu libérer de ces passés, Pour moi, en tout cas, c'est un endroit comme ça où on peut oublier, tout devient plus libre. Il y avait une phrase que Ori, les personnages, disaient dans le scénario, là on peut oublier. On a enlevé cette phrase parce qu'elle était un peu trop. Mais je pense que c'est ça, pour moi, les 2 parties. Même si quand Valérie parle du rythme, je pense qu'elle parle d'autre chose de. Je sais pas, même si les rythmes, c'est le. Plus bouleversé, plus tendu, plus émotionnel. Et elle m'a dit, quand on a commencé, les films, il faut faire en urgence. C'est pour ça que j'ai pris 10 ans. C'est un peu ça aussi. C'est une différence. Pas le même rythme. Voilà. Le même rythme. Et quand on a travaillé ensemble, et ça, c'est pas du tout une question d'ego ou un truc comme ça, j'ai compris en fait que si ça va être mon film finalement, je dois un peu m'éloigner pour qu'il m'appartienne parce que sinon je suis trop influencé et je dis ça par les sens positifs parce que quand on travaille avec quelqu'un qui est tellement doué non, mais je dis ça sincèrement avec plein d'idées. Voilà, je ne suis pas co-scénariste, donc je ne sais pas me couler dans justement le rythme de quelqu'un d'autre. C'est ça, un bon co-scénariste, disons qu'il n'impose pas un monde, il se coule dans le monde. C'est comme un acteur, à la fois il amène son monde, mais il est au service du monde de l'autre. Et en fait, pour ça, je ne suis pas co-scénariste, je ne me mettais pas vraiment au service de son monde. On était d'ailleurs, on faisait un peu on se disputait beaucoup, mais c'est pas grave, ça a été. Non, j'ai dit tout ça pour le positif, oui, vraiment. Notre amitié est faite de tout ça aussi. Aujourd'hui, je pense que s'il n'y avait pas ce film, on n'aurait pas l'amitié qu'on a parce qu'elle a été nourrie de toutes ces sortes de travail sur lesquels on n'était pas d'accord sur des détails, sur des fins de scène, sur des. Voilà, ou sur des scènes que moi je trouvais bien et lui non, des scènes que lui trouvait bien et moi je ne comprenais pas, ou sur des voix off, ou sur. Voilà, mais en tout cas, on était quand même tous les deux très excités et passionnés de tous ces arguments dont le film parle. Voilà, on était sûrs que c'est des arguments l'amour, la mémoire, tout ce dont le film parle nous obsède, tous les deux. Pour ça, on est pareil. Est-ce que vous, sur cette question-là du poids du passé, par exemple, ou de la culpabilité de la 2e génération, on imagine que vous êtes quand même plus distante que Yossi, qui est concerné très directement, y compris parce qu'il vit en Israël? Oui,
Mais bizarrement, non. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi exactement. Je me sens quand même très concernée. Et pour plein de raisons, peut-être. Mais enfin bon. En tout cas, je me sens quand même. C'est quand même quelque chose qui m'obsède. Même si effectivement, je n'ai pas des parents qui ont été dans les camps et qui sont des rescapés ou qui ne sont pas des rescapés. Voilà, c'est pas dans mon histoire aujourd'hui, mais elle m'obsède quand même. Et d'ailleurs, mes parents aussi ne sont pas des rescapés. Ça veut dire que je ne fais pas partie de deuxième génération. Évidemment, c'est peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est plus présent dans ma vie que dans la vie de Valérie. Mais. Oui, toi non plus. Mais c'est une chose, cette impression d'être. De cette souffrance, je sens que je les connais. Que je ne sais pas. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'être des enfants des survivants pour écrire un tel scénario ou pour comprendre cette voie. Il y a un très bel entretien avec Emmanuel Finkel dans le dossier de presse que vous trouverez sur Internet, produit aussi par les films du Poisson. Ouais. Bonsoir. On peut avoir des éclaircissements sur le titre? C'est là que tu n'as pas le droit de dire je sais pas. Voilà. Ça a commencé d'une manière assez intuitive. On a juste aimé le titre. Parce que aussi, elle a une sorte de double sens. Parce que dans le vrai désert, il y a de l'ombre. Et je pense, peut-être que c'est dans le désert qu'on peut débarrasser de l'ombre. Par exemple, de l'ombre du passé, de nos ombres. Après, on peut les prendre comme on veut, évidemment. Du coup, je vais revenir sur une question que j'ai posée tout à l'heure, mais parce que tu dis que c'est le lieu T'as possible. rien éclairci du tout. Ouais, Tu te rends compte, c'est hein. vrai, ouais, Alors, absolument. juste pour dire. À cause de mon français ou parce que je ne Non. suis pas intelligent? Non, parce qu'on ne sait pas l'éclaircir. Le titre. Si? J'ai pas compris. Non. Toi, tu dis que c'est moi qui l'ai trouvé, mais je. Non, mais parfois, le titre, c'est bien aussi juste la musique du titre, c'est beau. Non. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il est un peu romanesque, il compose Voilà. une phrase entière. Voilà. Et du coup, ça a à voir avec les romans qu'ils écrivent l'un et l'autre, Exactement. avec l'imaginaire. Exactement. Ça, c'est pour vos prochains débats, je vous. Ça, c'est très intelligent. C'est ça qu'il faut qu'on dise. Voilà, exactement. Non, et je repose quand même ma question. Tu dis que c'est le lieu possible de l'oubli et que du coup, les deux personnages sont extraits du rapport au temps, tout ça. Mais il y a quand même ce cadavre dans le désert. Donc, c'est quand même un cadavre. Un squelette. Absolument. Et donc, dont on va essayer quand même de retracer l'histoire. Enfin. Et donc, ça m'intéresse de savoir quand et comment arrive cette idée du cadavre qui obsède le personnage squelette. Ça a été un cadavre, excuse-moi. Squelette. Par rapport à cette question du rapport au passé, de la possibilité de s'évader du passé, de s'échapper du passé, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça se refocalise sur ce squelette? À l'origine, c'est juste une histoire vraie. Moi, j'ai vraiment trouvé un squelette dans le désert et je suis allé à la police et tout ça. Et quand j'ai proposé à Valérie, elle a adoré cette histoire. Elle m'a dit que ça doit être un film. Et d'ailleurs, parfois, ça marche comme ça. Tu as une chose que tu veux raconter. Moi, c'est pas une qualité forcément, mais je pense que moi, je regarde les détails et après, j'essaie de comprendre. Je travaille d'une manière assez intuitive. Peut-être Valérie aussi, non? Oui. On n'est pas très analytique. Mais on savait que tous les deux, ils ont ces rapports à la mort, aux gens qui sont morts. Finalement, je pense, pour moi, les premières explications, disons, c'était qu'en fait, le travail d'écrivaine qu'Anne a fait, c'est l'essayer de faire vivre les gens qui sont morts là, d'essayer de raconter des histoires qu'on ne peut pas comprendre, les détails, par les détails. Et aussi, c'est ça que Ori il veut faire avec ce squelette. Voilà, c'est une phrase que je ne sais même pas si c'était dans le scénario, mais quand il lui dit, toi non plus, tu ne laisses pas les mots tranquilles, c'est un moment où on sent, j'espère, que quelque chose est lié entre eux.
Et Tu vois, là, tu as vraiment répondu, par exemple. voilà. Voilà. Bonsoir, merci pour votre film. Je l'ai trouvé très beau. Et ce que pendant le film, je me suis posé la question du titre, justement. Et ma propre réponse, c'est que dans le désert, on ne peut pas se cacher. On est dévoilé. Ce qui se passe pour les deux personnages, quoi, finalement, ils sont comme dénudés petit à petit, ils enlèvent leurs couches, leurs histoires, leur appréhension, enfin voilà. Et donc c'est un récit finalement qu'on pourrait dire, en poussant un peu le bouchon, assez initiatique. C'est le désert de tout. Initiatique, c'est comme une initiation. Initiation, Pour arriver à être mieux. à autre chose. C'est avoir accès à un autre niveau, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Et donc on peut prendre ce film à, c'est pas vraiment une question, mais je vous dis ce que j'ai ressenti, donc on peut le prendre à plusieurs niveaux, de même se dépouiller, je pense pas qu'on se dépouille d'un passé avec les nazis, enfin, c'est impossible je pense, mais il y a une autre dimension dans le désert et on n'est plus que soi-même face à soi-même, et l'ombre du passé, ma foi, à ce moment-là peut tomber et on peut se rencontrer. C'est comme ça en tout cas que moi j'ai ressenti votre film et que je l'ai trouvé très beau. Ça me fait pas. D'abord, c'est très beau et merci. Oui. Et juste je voulais dire que se trouve, je suis allée dans ce désert, enfin en haut, à Ramon Mitse, c'est ça, c'est près de Ramon Mitse. Oui, Mitse Ramon, pardon. Oui. Voilà, c'est ça. Sauf qu'on a tourné. Voilà, sauf qu'on est resté en haut. Et j'en profite, puisqu'on est au Méliès, pour dire que quand après on a été au café, on est rentré dans ce café, et qu'est-ce qu'on a vu? Une affiche du Méliès, de Montreuil. Non. Si, je te l'avais dit, Stéphane. C'était hallucinant de tomber sur une affiche du Méliès. Alors, c'était pas vraiment le cinéma, mais c'était une affiche, il y avait marqué Méliès de Montreuil, etc. Je sais plus. J'ai fait une photo, hein, voilà. Et ben voilà. Alors, apparemment, vous ne l'avez pas vu, mais moi, je l'ai vu, je l'ai photographié. C'est drôle. Enfin, ce soir, je trouve ça très drôle. Voilà. Comme quoi. Le monde est petit. Donc, il n'y a pas d'ombre dans le désert. Voilà. Là, ça me fait penser parce qu'on a parlé hier. Je dis qu'il y a un moment que j'aime beaucoup de Valéria dans les films. C'est quand elle est assise devant le feu. Et quand vous avez dit ça, parce qu'il y a soudain une sorte d'expression. C'est comme elle redevient une petite fille. Il y a une sorte elle redevient une petite fille. Dépouille. Voilà. Peut-être c'est un peu ça que je cherchais hier. Je dis de tout ça, mais c'est un peu ça. Bonsoir. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé le film. Et en fait, moi, je m'interrogeais sur le rapport enfant-parent. Je trouve qu'il y a un parallèle où le rapport n'est pas du tout le même, je trouve, entre justement le personnage de Valéria qui, on a l'impression qu'elle essaie de vraiment, elle tire vraiment son père, elle mène un peu pour aller vers ce travail de mémoire, alors que le personnage, j'ai oublié le prénom du personnage, Ori, pardon. On a l'impression que lui, il subit en fait, il subit vraiment le rapport avec sa mère qui va absolument être dans cette vérité. Et d'ailleurs, même au début du film, moi, je suis toujours intrigué quand on le voit, on a l'impression qu'il vient de faire une tentative de suicide, qu'il est totalement dépressif, on ne comprend pas bien pourquoi. Et donc je me disais, voilà, moi, ce qui m'interroge, c'est quelle est un peu cette différence de rapport entre les parents et les enfants de cette histoire, en fait. Et c'est un peu, il y a le côté peut-être personnel, il y a le côté de la grande histoire, disons. Je pense que si je vois bien, aux gens de deuxième génération ou des rescapés, c'est des attitudes très différentes. Ça veut dire qu'il y a les survivants qui parlent tout le temps ou qui vivent ça tout le temps, et il y a ceux qui ne parlent pas du tout. Et là, en plus, il y a la solitude de la mère qui fait partie du fait qu'il ne parle pas. Et
Et comme il lui dit, elle lui dit, j'ai l'impression que c'est le contraire de ta mère. Finalement, l'effet, il est un petit peu le même. Parce que, même si c'est tout à fait le contraire. Et ça c'est pour moi. Ça veut dire. Non, je pense que c'est joué, c'est beau qu'il y a le deux. Ça veut dire que les deux personnages, ils ont tout à fait pas l'autre histoire, mais. On a en commun quelque chose qu'on a reçu de nos parents et qui nous dépasse, et qui nous culpabilise et qui nous écrase. Ça, c'est ce qu'on a en commun, et peut-être c'est ça qui fait qu'on se reconnaît l'un dans l'autre. D'une manière très personnelle, je peux vous dire, c'est un peu près mes parents. Ça veut dire, ma mère, elle parle tout le temps. Encore une fois, c'est pas des survivants. Mais moi, j'étais toujours intrigué par les silences de mon père. Voilà. Ils sont pas là, alors, je peux le dire. En plus, ils sont conscients. Ils font quoi? Yona, tu es venu parler de ça, de cet héritage-là? Non, pour moi, c'était. Ouais, c'était. Il y a son père, Anna, qui ne parle pas, elle n'arrête pas d'écrire. Et moi, je n'arrive pas à parler. Enfin, je suis très, très silencieux. Il y a ma mère qui n'arrête pas de parler. Et donc, ces deux extrémités se comprennent un peu. Parce que à la base, c'est deux manières c'est deux manières complètement différentes, mais c'est la même base. C'est la même base, et donc ça se comprend. Ça se comprend très très vite. Alors, on ne parlera pas des bourreaux. Je pense qu'on est tous d'accord sur ces personnages. Mais vous avez une générosité envers les descendants de ces bourreaux, puisque, d'après ce que j'ai compris, la petite fille étrangle son grand-père, étouffe son grand-père. Donc, vous autorisez les descendants à la rédemption et à se couper de ces monstres qui ont été leurs parents. Et je trouve ça assez généreux et porteur d'espoir, à savoir que les descendants de victimes d'actes absolument horribles peuvent pardonner aux descendants de ces bourreaux. Alors, j'ai trouvé que c'était bien pour votre part, enfin, si c'est bien ce que j'ai compris. Oui, et encore une fois, D'avoir introduit ça. même la petite rencontre entre Anna et la petite fille, là, elle est très intriguée par la petite fille. Parce qu'il y a une liaison là, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, on essaie de comprendre qui est nos parents, finalement. Dans ce cadre incompréhensible de la Shoah, du camp. Vous laissez une chance aux descendants de ces monstres qui ne sont pour rien finalement. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'était un grand débat en Israël depuis les années 60, ça veut dire. Et c'est une liaison, pour moi, jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire qu'il avait disons, la gauche, peut-être par d'autres raisons, mais on a dit, on doit pardonner, on doit, ça veut dire, l'autre Allemagne. Et il y avait les droites qui étaient contre. On dit, on ne peut pas pardonner, je l'ai dit d'une manière un peu simplifiée, trop simple, mais ça concerne tout ce qui se passe maintenant, tout ce qui se passe en général. Allez-y. Oui, alors c'est un changement sur ce sujet douloureux là. Il y a plusieurs interprétations peut-être. Moi, c'était sur l'amour. Voilà, l'amour. J'ai vraiment aimé le film. Et j'ai aimé en fait ce côté, effectivement, comme vous dites, où les deux se ressemblent tellement dans leur manière d'imploser. Et pourtant, chacun le vit complètement différemment. Et je trouve que l'amour, c'est un dialogue qu'on a tous avec soi-même. Et j'ai beaucoup aimé le passage du fantasme, où Ori, regarde et découvre qu'il n'y a pas le tatouage. Et en fait, je trouve ça tellement beau qu'il ait fantasmé ça dans le livre. Enfin, après, voilà, sur l'amour, je trouve ça magnifique d'avoir ce monde intérieur
sans limite. Et voilà, merci. Merci aussi parce qu'on parle trop de la Shoah, un peu moins de l'autre côté du film. Entre la haine et l'amour, voilà. Mais après, c'est tellement. Enfin, voilà. La Shoah, je peux pas trop en parler, c'est trop sujet à interprétation. Et moi, j'avais pas interprété comme la dame. Ah, ça se compte pas. Bonsoir et merci. Du coup, entre l'amour et la Shoah, moi je voulais peut-être parler de la mémoire, du coup, si on peut essayer de trouver un entre-deux là-dessus. J'aurais voulu avoir votre vision sur ce que vous proposez dans le film par rapport à un rapport apaisé à la mémoire. Moi, j'ai eu l'impression que vous nous proposiez qu'en fait, la mémoire, ce ne soit pas une question de précision, une question de vérité. Enfin, ça a été abordé de différentes manières à travers le film. Tout ce qui est précis, emmerdant, durant le procès, c'est pénible, ça énerve la mère de Rory. Et puis, quand on n'a pas la vérité, qu'on attendait, en fait, on est insatisfait. Mais est-ce que c'était vraiment une question de vérité d'entendre la parole de quelqu'un, même si c'était le père qui avait refoulé pour névroser sa fille? Enfin... À la fin, j'ai eu l'impression que vous nous proposiez que la mémoire soit quelque chose qui soit apaisé, le rapport à la mémoire plutôt, quand ça s'assume dans sa part d'approximation et dans sa part de projection et de se comprendre comme une imprécision, mais qu'on accepte. Complètement. C'est vrai que la mémoire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas attraper, qu'on ne peut pas définir, qu'on ne peut pas juger. Notre mémoire, c'est notre mémoire. On se souvient de ce qu'on se souvient. Peut-être qu'on invente au fil des ans, peut-être que on transforme, peut-être que... Mais on n'a pas... Voilà, il y a quelque chose d'apaisé dans le fait de ne pas nous juger dans notre mémoire. Je trouve que vous avez raison. Il y a quelque chose dans le fait d'accepter que nos souvenirs sont mystérieux, qu'il n'y a pas un souvenir vrai ou un souvenir faux, qu'il y a quelque chose qui travaille en nous pendant la vie, et ça devient ce que ça devient, et d'accepter ça, je trouve que c'est paisible. Vous avez raison. Les mémoires et l'imaginaire, ça veut dire, c'est quoi qui est plus vrai pour nous? Est-ce que c'est la réalité, ou c'est-à-dire les réalités extérieures, ou ce qu'on vit, nous, ou ce qu'on à l'intérieur? C'est sans doute et même la réalité, qu'est-ce que c'est la réalité? Et il y a ce titre de Calderón de la Barca, La vie est un songe. La vie est un songe. Moi, je trouve que c'est un titre, ça pourrait être le titre de tous les films, de tout. Parce que il y a quelque chose du songe dans la mémoire, il y a quelque chose qui se mélange à l'imaginaire, à l'inconscient, à quelque chose qui dépasse notre volonté. C'est sans doute la plus grande audace du film quand même que de jouer cet éloge de l'imaginaire dans un film qui part de choses très précises, historiques, ayant trait à la justice, qui se fondent sur des faits historiques, réels, etc. Et donc que le film parte de cet endroit-là de reconstitution pour tracer un éloge de l'imaginaire, y compris dans le rapport à la mémoire individuelle et collective. Pour moi, ça fait partie des choses les plus intéressantes et stimulantes que le film propose. Et de ce point de vue, ce sera une façon de vous poser la question, j'aime beaucoup le choix qui a été fait finalement, puisque visiblement il y a une première option qui est d'incarner le rapport au passé italien par l'animation, et donc par quelque chose qui est très évanescent, qui est très transparent pour ce qui est du corps de Valeria représenté. Alors que l'option première, c'était plutôt un montage de film dans lequel Valeria jouait. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça, cette première option, pourquoi elle n'a pas fonctionné et comment s'est imposée l'idée de l'animation? À l'origine, c'était pas forcément... Oui, c'était... Je savais qu'il faut filmer les endroits vides. Ça veut dire où s'est passée l'histoire. Ça, j'ai eu dans la tête depuis le début. J'adore ces scènes où on voit des endroits vides où il se sont passés des choses.
Et après, il y avait cette option peut-être de mélanger des extraits de films de Valéria, parce que je me suis dit, c'est beau parce qu'en fait, c'est elle, mais c'est aussi fiction. Mais je n'ai pas vraiment trouvé, j'ai beaucoup cherché. Et là, il y avait l'idée d'animation pour incarner en fait, ça rencontre ce que Ori voit quand il lit, si vous voulez. Après, l'autre côté, c'est un peu, ça essaie d'exprimer ce qu'on sent un peu quand on lit, on imagine, je pense. C'est pas tout à fait. Et c'est pour ça que le style d'animation n'est pas tout à fait aussi clair. On n'a pas voulu de dessin animé. Oui, je voulais savoir, merci beaucoup de votre film. Je voulais savoir pourquoi vous avez choisi de faire venir un couple, enfin, il y en a un qui ne vient pas, la fille et le père qui sont en France, apparemment, et puis l'autre couple, fils et mère, qui sont en Israël, d'origine. Pourquoi c'est un Israélien? Pardon, je m'assieds parce que j'ai mal au dos. Pourquoi les choix qu'elle est française et lui il est israélien? Oui, c'est ça. Enfin, ils sont tous les Parce deux que c'était moi qui, au départ, on avait dit que je le jouais. Oui, c'était pas un choix. C'était un peu comme pas une obligation. Après, il pouvait changer aussi d'actrice, mais moi, je ne pouvais pas faire. Je parlais en hébreu. Et du coup, c'était un peu. Ah, depuis le départ, je devais jouer. Non, oui, là, c'est vrai. Ou française ou italienne. Je ne parle pas anglais. Disons d'abord, on a choisi Valérie, après, on a cherché l'histoire. Ouais, c'est ça. Justement, je m'attendais à ce que vous ne parliez pas français. Valéria, c'est normal, mais je trouve que vous parlez très bien français. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous avez appris la langue française déjà? Et puis, j'ai su aussi que vous aviez tourné la scène du tribunal au Mans, en France, et pas en Israël. Et comment tout ça, ça s'est goupillé avec la mère qui ne parle qu'hébreu, peut-être, l'avocat, enfin tout le monde, ils sont tous venus d'Israël pour tourner au Mans. Comment ça s'est passé? Je peux demander à la productrice. Aussi. Avec plaisir, si je vais raconter, c'est pas une toute petite question, mais non, mais peut-être. Alors, on commence avec quoi? Avec Oma ou comment on a parlé français ou... Comment toi tu parles français? Tout le monde parle français. Moi, en fait, j'ai appris le cinéma au lycée et j'ai eu un professeur qui était en fou de la nouvelle vague. Alors, je suis devenu une sorte de francophiles, cinéphiles. Après, j'ai appris petit à petit. J'ai fait avec ce système de tape, de cassettes audio. Après, je fais un documentaire en France, j'ai avancé. Mais l'autre question, elle est beaucoup plus intéressante. Et Yona, il a une vraie histoire avec Paris. Non, moi, mon père était envoyé, on était ici en espèce de mission. Mon père était envoyé de la Shomer HaTzaïr, c'est une espèce de mouvement de jeunesse juif. Donc j'ai grandi au 20e de 10 à 14 ans. C'est comme ça que j'ai appris le français. Et on laisse y aller parler parce que le message qu'on est 10% plus intelligent quand même on est. Pour le tournage au Mans, c'est parce que c'était des questions de production, en fait, d'argent, parce qu'on n'avait pas trouvé d'argent. Et on n'avait pas trouvé d'argent, surtout en Israël, parce qu'on cherchait à avoir de l'argent de là-bas, et on n'a pas réussi à avoir de l'argent là-bas. Et du coup, la seule solution pour faire le film était de dire, ok, on peut demander de l'aide dans une région, là c'était le Pays de la Loire, et on pouvait demander de l'argent pour soutenir le film. La condition, c'était de tourner quelques jours là-bas. On a dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire au Mans? On peut faire les intérieurs. Oui. Et on a trouvé un tribunal qui n'était pas trop loin de ce qui se fait des repérages et tout. C'était pour ça. D'accord.
Parce que si je me permets d'ajouter, ce qui est beau avec l'aide des régions, c'est qu'on doit dépenser de l'argent là-bas pour que, quand même, c'est pas qu'on vaut de l'argent. Du coup, non, c'était intéressant aussi de faire ça comme ça. Et du coup, on a pris, par exemple, l'équipe était principalement française. Et on est parti avec une équipe française en Israël parce que, en fait, avec les systèmes de financement, on a aussi les crédits d'impôt, par exemple. Donc, si on paye des Français, on peut avoir une réduction sur leur salaire. C'est qu'on nous aide, on soutient les taxes françaises. Donc, c'était plus intéressant au final, puisqu'on n'avait pas de financement israélien, de compenser un peu le manque de financement en employant le plus de Français, en allant avec, même si c'était une petite équipe, d'aller avec une petite équipe française et de tourner en fait surtout les extérieurs en Israël et de faire tout ce qu'on pouvait, en tout cas les intérieurs, l'hôtel et les tribunaux de faire en France. Comment tu expliques que tu lui as pas trouvé de fonds en Israël? Alors c'est inexplicable. Non, c'est vrai parce que en fait le scénario a été écrit donc en hébreu au départ, parce que même s'ils ont écrit ensemble, Yossi a repris à écrire en hébreu, on a traduit, et on est allé d'abord à l'avance sur recette. Donc on est allé d'abord en financement, parce que nous on est en France, on a dit d'abord on va essayer d'avoir de l'argent ici, et on l'a eu, l'avance sur recette, bon pas un premier coup, mais au deuxième coup on a eu l'avance sur recette. C'était pas évident parce que c'était un deuxième film, donc on s'est trouvé face à d'autres réalisateurs. À l'époque, il n'y avait pas encore une commission spéciale pour le deuxième film, donc on était en concurrence avec des grands réalisateurs, tout ça, donc on était très contents d'avoir un soutien comme ça. On a été allé voir les films du Losange, on a fait lire les scénarios, ils ont beaucoup aimé les scénarios, donc on a trouvé un distributeur, et on a trouvé un coproducteur en Israël qui a beaucoup aimé le projet, qui a commencé aussi à discuter du scénario, d'ailleurs à amener des idées qui étaient vachement intéressantes au niveau du fond. De l'histoire et en même temps il avait des choses, c'était très très intéressant parce qu'en France en fait en lecture les gens ont beaucoup aimé l'histoire du procès et en Israël ils ont vraiment beaucoup préféré l'histoire du désert, ils n'ont pas beaucoup aimé l'histoire du procès. Pourquoi? Je sais pas. Et du coup voilà, il a eu du mal à obtenir l'aide. Je pense qu'il y avait quelque chose qui était français, trop français peut-être, pour dire que c'est un film israélien, pour eux, je ne sais pas. Et quelque chose, voilà, parce que avec une actrice connue en Israël, mais qui n'était pas israélienne, le film parlait beaucoup français, voilà, je pense qu'il y avait, c'est peut-être très étonnant, on n'a pas compris. Donc il a essayé pendant longtemps de l'avoir, mais il n'a pas eu. En tout cas, il est sorti aujourd'hui, et donc il faut en parler autour de vous. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci beaucoup. Ouais.